Ok, donc aujourd'hui, on va parler de diagnostic et de savoir si c'est bien ou pas de faire des diagnostics. Et je pense que c'est le sujet le plus compliqué à vulgariser que j'aurai à vulgariser. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, si tu vas bien comprendre, mais je vais faire de mon mieux. En tout cas, si tu veux tous les détails, je te mets en description un petit fichier qui va t'expliquer exactement tout ce que je vais te raconter de manière mieux écrite, plus philosophique, par le Conseil national de la Belgique, ou alors je ne sais plus exactement quel organisme a fait ça, mais c'était très bien fait. Et ça résume toutes les problématiques liées au diagnostic. Bon, on va le faire en 4 étapes. La première, c'est que je t'explique en gros des particularités du diagnostic en psychiatrie. Après, je te dis pourquoi c'est pas bien d'en faire. Après, je te dis pourquoi c'est bien d'en faire. Et après, on fait une petite conclusion pour essayer de résumer toutes les informations que l'on a. Voilà. Petit point avant, étant donné que parmi ceux qui me regardent, il y en a plein qui ont une histoire difficile avec la psychiatrie, il y a des histoires que je vais te raconter qui risquent de te gêner pas mal. Surtout des arguments pour ou des arguments contre qui vont te faire pas mal exploser. Ok, bon, première chose à savoir sur le diagnostic avant qu'on commence. C'est qu'un diagnostic en psychiatrie, ça ne représente pas une réalité. Ça représente une façon de classer la réalité. Contrairement à quand tu es atteint d'un virus, où on peut effectivement faire des prélèvements et voir que tu as ce virus et c'est oui ou non tu l'as ou tu l'as pas, là en fait, on n'a pas de marqueur pour les troubles mentaux. Alors pour les démences, effectivement, on commence à avoir pas mal de marqueurs. Pour plein de troubles, on arrive à voir, alors à l'IRM ça donne ça et ça donne ça, mais c'est pas du tout assez fiable pour qu'on dise clairement, toi tu as ce fonctionnement et tu n'en as pas un autre. Donc actuellement, on est incapable d'avoir un marqueur objectif, même si les chercheurs continuent à en chercher, de tel ou tel type de fonctionnement psychologique. C'est le premier point, ce n'est pas une réalité. Et donc si on veut faire une métaphore de à quoi ça ressemble, un diagnostic psychiatrique, ce serait non pas les couleurs genre le rouge, le bleu, des couleurs bien définies, ce serait plutôt un spectre sur lequel se trouveraient les différents types de diagnostics psychiatriques. Et comme un spectre, des fois, on ne sait pas trop où est la limite entre le rouge et le rose, entre le rouge et l'orange, tu sais pas. Donc il y a plein de diagnostics psychiatriques qui se recoupent. Par exemple, pour les troubles anxieux généralisés, tu as les ruminations que tu retrouves aussi dans la dépression. Le TOC et le trouble anxieux généralisé, ça se ressemble beaucoup. Le deuil pathologique, c'est entre le stress post-traumatique et la dépression. Bref, comme on est sur un spectre pour les troubles psychiatriques, on ne sait pas exactement où sont les limites de l'un ou de l'autre. Et certains ont même des caractéristiques en commun. Et donc actuellement, on utilise une classification. Moi, j'utilise la classification du DSM et de la CIM parce que ce sont les classifications qui se rapprochent le plus des données scientifiques et des connaissances scientifiques que l'on a actuellement. Mais tu en as des milliers de classifications. Tu as les gens, par exemple, qui vont classer les troubles mentaux en fonction de l'aura que tu as autour de toi. Donc là, on revient à une histoire de couleur. Il y en a qui ont classé ça pendant des années entre névrose et psychose en coupant la part en deux. Moi, je vais te parler de celle du DSM et de la CIM parce que j'essaie de caler ce que je te raconte au plus près des données scientifiques que l'on a actuellement. Et l'un des points importants concernant ces diagnostics, c'est qu'en fait, vu qu'ils sont représentants de certaines connaissances scientifiques, ils vont changer. Regardez les Asperger, ils n'existent plus maintenant en fait. Si tu définis Asperger, c'est une classification qui n'existe plus. Effectivement, si là par exemple tu as été mis autiste, par rapport aux critères de l'autisme, tu sais que dans 30 ans, si ça se trouve, tu seras plus autiste. Mais c'est pas grave. Ça va pas changer ton être. L'étiquette qu'on t'a donnée pour classer la réalité, c'est qu'une étiquette, ça n'est pas toi. Donc les diagnostics, ils changent constamment. Mais c'est normal parce que à fort et à mesure qu'on a des données scientifiques, on modifie notre façon de classer la réalité. Et tu as même d'autres approches scientifiques qui sont pas mal, c'est les approches par exemple transdiagnostiques. C'est-à-dire que c'est des approches qui vont chercher de voir ce qu'il y a en commun entre les différents diagnostics. Donc premier point, c'est une façon de classer la réalité. Deuxième point, les limites entre les troubles ne sont pas très claires. Même si, on va être honnête, tu vois, la différence entre le rouge et le bleu, tu l'as fait bien. Il y a plein des troubles mentaux qui se différencient très bien. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe que des cases dans lesquelles tu te retrouverais. Et le troisième point, c'est qu'un diagnostic, ce n'est pas ta vie. Ta vie, c'est tout ça. Et donc, quand tu vois un patient,
Tu ne peux pas te contenter de faire un diagnostic et de le traiter. Il faut prendre en compte tout, car le diagnostic va interagir entre toutes les différentes parties de ta vie. Et donc on ne peut pas résumer même quelqu'un qui fonctionne par son diagnostic. Par exemple, il y a des gens qui vont dire « j'ai ça parce que je suis déprimé ». Bah non, t'as pas ça parce que t'es déprimé, parce que la personne à côté de toi, elle est déprimée aussi et elle n'a pas ce symptôme. Certains vont me dire « ah bah du coup, moi je suis un peu foufou parce que j'ai un trouble d'attention ». Bah non, regarde ton voisin, il a un trouble d'attention, il est pas foufou. Donc ça explique pas tout ton trouble d'attention. Certains vont me dire « ah bah regarde, je suis autiste, donc c'est pour ça qu'il y a ça ». Bah non, regarde, l'autre autiste, il a pas ça non plus. Donc tu vois, ça n'explique pas tout. Bref, un diagnostic donne des infos, mais n'explique pas tout, et encore moins ta vie. Parce que ta vie, elle est compliquée, elle est très très complexe. Donc déjà que le diagnostic, tu vois que c'est un spectre complexe, ta vie est encore plus complexe. Et donc le but du diagnostic, ça va être de resserrer le plus possible le spectre qu'on est en train d'observer pour pouvoir aider au mieux la personne. En théorie, on verra que ça peut vriller. Le problème, c'est que comme on a des contours pas clairs, quand tu cherches des infos sur un diagnostic, en fait, tu vas trouver tout et n'importe quoi. Mais surtout, tu vas trouver des termes beaucoup trop larges. Par exemple, quand je parle avec des gens sur Internet, il y en a plein qui me font « ah bah dis donc, toi tu serais pas autiste ?» Bon, je prends un air débile, mais ils me demandent sérieusement, sauf qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout parce que j'ai aucun critère, d'une part, et d'autre part, parce que si on essaie de resserrer un peu plus le spectre, par exemple avec les questionnaires, on voit que j'ai un score ultra faible à tous les questionnaires liés à l'autisme. Donc un professionnel écarterait l'hypothèse directe rien qu'avec un questionnaire. Mais le questionnaire, ça permet de resserrer le spectre, mais ça répond pas non plus aux critères diagnostiques. Ne fais pas de diagnostic en fonction d'un questionnaire. Par exemple, si je suis les questionnaires sur les TOC, je suis hyper toqué. Mais je suis hyper toqué selon un questionnaire juste parce que je vais vérifier que ma porte d'entrée soit bien fermée. Et comme je ne résiste pas à aller vérifier, j'ai un gros TOC. Sauf que dans les critères du TOC, tu vois qu'il faut que ça nous emmerde 1 heure par jour au moins. Et je crois, faut que je vérifie. Et qu'en fait, ça me prend 5 secondes. Donc c'est pas un TOC, même si le questionnaire dit que j'ai un TOC. Et si je repars sur l'autisme, je vais prendre un patient que j'ai eu, je lui fais passer un questionnaire d'autisme, il monte super haut, puis je vois qu'il collectionne les bouteilles de shampoing, puis je vois que dès qu'il est content, effectivement, il a des bruits étranges et des mouvements étranges, je me dis, la piste, effectivement, faudrait peut-être la suivre sur l'autisme. Par contre, dès que je fais passer un questionnaire d'autisme et que à chaque fois, du coup, je pose une question sur pourquoi il me répond ça, le patient, parce que je veux vérifier, effectivement, que ce soit bien l'autisme, et qui me dit que, par exemple, il vérifie les plaques d'immatriculation des voitures parce que il a peur d'être kidnappé et que donc, du coup, il veut pouvoir dire la plaque d'immatriculation des gens qui peuvent le kidnapper, ça fait un peu moins se penser à l'autisme s'il me répond constamment ça à la moindre question, même si à l'échelle et le questionnaire d'autisme, il est haut. Parce qu'un questionnaire, ça fait pas un diagnostic. Donc même les questionnaires que tu trouves sur Internet, ça suffira pas à faire ton diagnostic. Après, il faut resserrer encore plus avec les critères, et comme je t'avais expliqué sur les borderline, il y a plein de critères hyper précis que personne ne lit sur le diagnostic. Et après, une fois que tu as eu les critères et que tu es dedans, il faut faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire voir les maladies qui se ressemblent et qui pourraient expliquer que tu rentres dans les critères de telle ou telle maladie. Par exemple, tu n'es pas schizophrène si tes crises psychotiques sont à chaque fois créées par le fait que tu prennes un joint. Ce n'est pas de la schizophrénie, même si tu as tous les signes. Donc en gros, faire un diagnostic, en pratique, ça demande énormément de temps, de connaissances, de réflexion. C'est le premier point sur le diagnostic. Deuxième point sur le diagnostic, et de manière générale, c'est que tu vois que la réalité, elle est tellement complexe que tu peux absolument pas utiliser un modèle sur j'ai ce diagnostic, donc j'aurai ce traitement. C'est beaucoup trop compliqué. Tu vas être obligé de prendre en compte la personne dans sa globalité si tu veux faire une psychothérapie correcte ou le suivre correctement. Et donc, toutes les psychothérapies ont une phase où prétendent prendre la personne dans sa globalité avec tous les facteurs dont je t'ai parlé. Par exemple, moi, je fais surtout des thérapies cognitives et comportementales. T'as même une étape qu'on appelle analyse fonctionnelle où le but, c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité pour comprendre exactement ce qui se passe. Et de ne pas isoler son trouble en disant « Ah, elle a une dépression, alors je vais la soigner comme ça. » Non, il faut personnaliser le traitement. Voilà, donc là, c'est
pour que tu saches à peu près, effectivement, un diagnostic, ce que c'est. Donc ce n'est pas une réalité, c'est une façon de voir les choses en fonction, pour ma part, des données scientifiques que l'on a. Donc d'un côté, un diagnostic n'explique pas tout, mais d'un autre côté, il donne des informations que la personne est plutôt quand même rouge que bleue. Et ça peut aider pas mal, on verra. Donc, face à cette complexité, il y a des gens qui pensent que faire un diagnostic, c'est complètement con. Et qu'en fait, il faudrait être très 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 prudent quand on fait un diagnostic. Et ils ont des arguments valables. Donc je vais te parler des arguments valables et après je te parlerai des arguments un peu con-con par la suite. Donc le premier, c'est qu'un diagnostic c'est stigmatisant. Et il y a plein d'études qui ont remarqué que quand on te mettait une étiquette, ça te faisait pas du bien. Par exemple, borderline est particulièrement stigmatisant comme diagnostic, bipolaire est particulièrement stigmatisant comme diagnostic, schizophrène est particulièrement stigmatisant comme diagnostic parce que tout le monde pense que c'est des tueurs. Donc en fait, c'est un problème parce que à partir du moment où on te pose une étiquette, tu vas rentrer dans des stéréotypes et des stéréotypes négatifs parce que les stéréotypes liés aux troubles mentaux sont négatifs. Et donc en fait, on va rendre ta réalité plus négative qu'elle ne l'est. Et ça, c'est de la part des gens extérieurs, mais c'est de la part des soignants aussi, puisqu'on a remarqué que pour les borderline, même les soignants avaient une vision plus négative de leurs patients à cause de l'étiquette borderline. Alors je sais pas d'où ça sort que les borderline sont des patients difficiles, moi j'ai jamais trouvé, j'ai pas vu la différence avec d'autres personnes. Par contre, j'ai des gens borderline qui sont arrivés en me disant qu'un psychiatre leur avait dit « mais de toute façon, on peut rien pour vous. Il faut prendre des médicaments à vie parce qu'on peut rien pour vous. » C'est complètement fou. Donc premier point, ça stigmatise. Deuxième point, le fait d'avoir un diagnostic va influencer ton comportement dans plein de façons. Il y a une étude que je te laisse en description là, qui montre comment des gens diagnostiqués borderline vont ensuite aller se construire sur Twitter. Et ça leur fait pas forcément du bien. D'une part parce que, comme tu le dis, la réalité est plus complexe et tu n'es pas un trouble. Donc il est difficile de s'identifier comme trouble. Et en plus, ils ont remarqué qu'il y a potentiellement le risque de s'isoler comme faisant partie de tel ou tel trouble ou telle classification. Par exemple, l'autisme en soi n'est pas un trouble, le fait d'avoir un OQI n'est pas un trouble. Mais ça reste une classification existante. Et donc là, je vais devoir te parler un peu de psychosocial et d'identité. La simplification de la réalité, que ce soit les stéréotypes, que ce soit les étiquettes qu'on donne aux gens, ont une fonction très importante dans la construction de ton identité. Par exemple, si effectivement tu as un groupe de référence que tu aimes bien, genre les métalleux, tu vas progressivement modifier ton comportement, parce que tu aimes bien et parce que c'est une identité qui te correspond, pour correspondre à cette identité et prendre les codes de cette identité. Donc tu modifies ton comportement pour faire partie de tel ou tel groupe. Et donc l'utilisation effectivement de stéréotypes, de simplification de la réalité, aide beaucoup pour avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Et à partir du moment où tu as ton groupe d'identité, il y a plein de dynamiques qui se mettent en place. Par exemple, si ton groupe est attaqué, la cohésion sociale, la cohésion du groupe va être renforcée avec des moyens de défense. Et l'un des processus qui existe chez l'être humain, c'est que pour renforcer ton groupe et ton identité, tu vas aller défoncer les autres groupes. Et donc le risque, quand tu t'identifies à un groupe, par exemple borderline ou autiste, c'est finalement de te mettre à l'écart des autres groupes. Tu risques de renforcer l'aspect positif, tu risques d'être écouté, de trouver beaucoup effectivement d'aide de ton côté et de ton groupe, mais par contre tu vas t'isoler et tu peux te couper du soin. C'est ces dynamiques qui expliquent que par exemple des groupes stigmatisés ou qui ont eu des problèmes ne supportent pas que un autre groupe parle d'eux. Par exemple, les autistes ont été très attaqués, et puis il y en a un qui m'a dit, de toute façon, t'es pas autiste, t'as pas le droit de parler de moi. T'as pas le droit de parler des autistes parce que t'es pas autiste. Alors personnellement, ça m'empêchera pas de parler des autistes parce que de toute façon, j'en vois assez et j'ai besoin de me renseigner sur eux quand même pour pouvoir les aider, puisque j'en vois pas mal d'autistes quand même. Mais dans la dynamique où lui a une identité forte en tant qu'autiste, je comprends qu'effectivement, il ait besoin de se mettre en opposition à moi qui ne le suis pas pour pouvoir construire son identité et pouvoir défendre son propre groupe. Je te laisse un article par exemple sur ce qui s'appelle la fusion d'identité, qui est effectivement un concept qui montre comment le fait d'identifier un groupe va modifier ton comportement. Et donc tu verras sur Twitter, c'est pas rare de trouver des gens qui vont dire je suis de tel groupe, de tel groupe, de tel groupe, parce qu'ils construisent ce qu'ils sont en fonction du groupe qu'ils sont. Bon, mais en fait, ça, c'est potentiellement un problème. C'est potentiellement un problème parce que du coup, ça va t'empêcher de voir
que la réalité complexe, et ça peut potentiellement te bloquer dans ta psychothérapie. Ensuite, le risque, c'est de faire sauter l'étape de personnalisation et d'aller trop vite avec les diagnostics. Par exemple, tu peux voir un patient dépressif et te dire « Ah ben tiens, du coup je vais faire une thérapie de la dépression » et puis tu te rends compte qu'en fait c'est plus compliqué que ça, ou alors qu'il a d'autres troubles, ou alors que dans son histoire personnelle il y a quelque chose quand même de particulier. Donc tu peux perdre du temps parce que en fait tu vas aller trop vite, parce que tu vas faire un traitement avec un diagnostic. Bon, par exemple, un exemple personnel tout bête, c'est que j'étais avec un patient qui avait des troubles de l'attention, et en général ils sont impulsifs au niveau des émotions. Donc on faisait de la gestion des émotions, et en fait du coup ça bloquait un peu, et parce que je pensais qu'il était impulsif, comme plein de patients TDAH. Sauf qu'en fait non, c'est juste qu'il avait un problème de mémoire, et qu'il n'arrivait pas à avoir accès en mémoire à ses souvenirs. Et donc du coup, au bout d'un moment, j'ai compris ça, ça a été vachement plus simple de travailler avec lui, parce que j'avais compris quelque chose. Mais j'étais parti du principe que c'était ce problème parce qu'il était TDAH, et en fait c'était un autre problème. Donc j'ai perdu un peu de temps à cause de ça. Et il y a encore des psychologues ou des psychiatres qui réfléchissent sur ce modèle de il y a un diagnostic, il faut cette technique, ou alors il y a ce symptôme, il faut cette technique. Par exemple, il y a des groupes où les psys peuvent partager leurs difficultés, et il peut arriver qu'on tombe sur quelqu'un qui va demander « Mon patient a ses angoisses, qu'est-ce que je dois faire pour lui ?» Et en plus, il y a des gens qui répondent « Bah t'as qu'à tester l'hypnose, t'as qu'à tester ça. » Sauf que en fait, ce qu'il faudrait demander, c'est juste l'analyse du cas déjà. L'analyse du cas où on répond au moins d'où viennent les angoisses, pourquoi elles se règlent pas, qu'est-ce qui les empêche de la personne de s'en débarrasser, au moins quelques détails sur l'analyse individuelle de la personne. Donc oui, ce modèle diagnostic-traitement ou symptôme-traitement, il existe encore dans la tête des gens. Autre problème avec le diagnostic, c'est que les gens sont très 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 mal formés. C'est que, je suis pas sûr que le diagnostic différentiel, par exemple, moi, j'ai passé 10 ans à étudier, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Hein. Et en fait, moi, je me forme avec les articles scientifiques, parce que sinon, on m'a jamais appris que, par exemple, un bipolaire, fallait vérifier qu'il n'ait pas le sida, parce que si ça se trouve, c'était le sida, c'était pas qu'il est bipolaire, c'est juste qu'il avait le sida. Mais ça, je le savais pas. Quand j'ai fini mes études, je ne savais pas qu'il fallait que je vérifie que les gosses, ils aient des apnées du sommeil, et que si ça se trouve, ils n'avaient pas un trouble de l'attention, mais des apnées du sommeil. Ça, effectivement, tout ça, on me l'avait pas appris. Et si je savais pas lire les articles scientifiques, en fait, je serais nul à chier en diagnostic. Et ne parlons pas, effectivement, de la personne qui va te faire un diagnostic en un quart d'heure. T'as vu comment c'était compliqué ? C'est pas en un quart d'heure que la personne, elle va te faire le tri. C'est pas possible. Donc du coup, effectivement, un diagnostic, c'est donner un outil à des gens qui savent pas s'en servir. Alors le pire, c'est ceux qui critiquent les diagnostics et ne savent pas s'en servir, ils ont rien compris. Ils vont dire, le trouble déficitaire de l'attention, c'est un concept de merde parce que ça prend pas en compte l'être humain, et si ça se trouve, en fait, le gosse, il exprime une dépression. Sauf qu'en fait, si tu vois les critères du trouble déficitaire de l'attention, si c'est une dépression, c'est que c'est pas un trouble déficitaire de l'attention. Donc en fait, tu critiques les diagnostics, sauf qu'en fait, les diagnostics, ils avaient déjà prévu que, en fait, ta réflexion. Une dépression, c'est pas un trouble de l'attention. Ça crée des troubles de l'attention, mais ce n'est pas un trouble de l'attention. C'est une dépression. Donc là, effectivement, c'est de gros arguments pour dire attention, le diagnostic, ça peut puer. Ça risque de bloquer la personne, ça risque de bloquer les soignants, et ça risque de ne pas prendre en compte la personne dans sa globalité, et d'essayer d'aller trop vite avec elle. Voilà. Après, tu as des arguments de merde, donc genre, les diagnostics, c'est fait pour les industries pharmaceutiques, sauf qu'en fait, les recommandations recommandent surtout de la psychothérapie dans la plupart des troubles. Créer un diagnostic pour ensuite dire que la meilleure façon de le soigner, ce serait de ne pas prendre de médicaments, mais faire une psychothérapie, ou d'utiliser les deux à la fois, c'est pas très vendeur. Ils sont un peu foirés leur coup, là, si c'est pour les industries pharmaceutiques, les diagnostics. Et après, il y a le fait que les troubles psy sont des maladies inventées. Et j'ai envie de te dire, oui, en partie. Mais le rouge et le bleu aussi, c'est inventé. Donc, ce qui tourne souvent, c'est que le trouble de l'attention, c'est inventé. Le mot est inventé, la classification est inventée, mais ça change rien qu'il y a des gens qui en chient au niveau de l'attention. La table, là, elle est inventée, hein, le mot, il est inventé, elle a été créée, la table, mais ça change rien qu'elle existe. Hein. Et il est en train de tenir mon appareil photo, là. Donc ça, effectivement, les gens qui disent que c'est nul les diagnostics parce qu'ils sont inventés, ils n'ont pas compris ce que c'était un diagnostic. Ça, c'était pour le côté, ça peut craindre les diagnostics. Maintenant, on va voir le côté, ça sert à quelque chose. La première chose que ça peut servir, ça peut déculpabiliser le patient. Alors, il y a plein de psys qui comprennent pas, mais on est dans un monde où les gens
pense que la volonté peut tout faire ou la volonté est très forte. Sauf qu'il y a des choses qui dépassent ta volonté. D'ailleurs, comme je te parlais dans une vidéo sur est-ce que les psys sont des fragiles, est-ce que les malades psys sont des fragiles, ben, si ça se trouve, ça n'existe même pas, la volonté, le libre arbitre. Donc du coup, quand tu as une personne qu'on juge toute sa vie, qu'on dit « Ah, mais t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça, mais pourquoi tu fais pas ça ?» et tout, et que enfin un jour on le dit « Non, mais tu sais, tu as un problème, tu as un trouble, tu fonctionnes comme ça parce que tu as ça, qui est indépendant de ta volonté. » Et ben ça peut faire vachement bien. Parce que quand tu as un stress post-traumatique et que tu gueules sur tout le monde parce que tu es trop énervé, parce que tu es à cran tout le temps, c'est peut-être pas juste que tu es une personne chiante qui fait chier les gens. Peut-être qu'effectivement, tu es à cran parce que tu es toujours traumatisé. Du coup, ce n'est pas ta faute. Donc, ça peut servir énormément pour déculpabiliser le patient. Après, il est clair que, comme on a dit, les diagnostics, c'est représentant de certaines données scientifiques. Et que donc, du coup, ça permet de comprendre certains phénomènes. Tu n'es pas quelqu'un d'unique entièrement. Par exemple, tout le monde, tous les êtres humains ont un cœur qui bat sur cette planète. Donc, se renseigner sur les diagnostics et sur les fonctionnements sous-jacents aux diagnostics, c'est comprendre des choses sur l'être humain. Le diagnostic, le but, c'est de faire la part des choses entre l'unique et le point commun. Et c'est pour ça que les thérapies te disent que tu peux utiliser le diagnostic et tes connaissances en tant que psy, mais qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte la personne aussi, et son individualité. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, c'est assez hypocrite de dire que tout le monde est différent et que les diagnostics ne servent à rien quand tu lis des livres de psychologie à côté. Parce que si vraiment tout le monde était différent, tu n'aurais pas à lire des livres, tu n'aurais pas à te renseigner. Tu as juste à gérer la personne, elle est différente, et tu t'en fous complètement de te former. Si tout le monde était différent, la formation ne servirait à rien. Puisque tout le monde est différent, à quoi ça sert de se former au trauma, par exemple, puisque tout le monde serait différent? Donc, ne soyons communes chez l'être humain, et les diagnostics peuvent nous permettre d'appréhender ces choses communes, parce qu'elles représentent des connaissances sur ces points communs entre les êtres humains, même s'il ne faut pas oublier que le mix fait quelqu'un d'unique et de différent des autres. Donc la diagnostic, ça te permet de comprendre rapidement des choses. Et d'ailleurs, c'est super pratique pour les patients parce qu'une fois qu'ils ont un diagnostic, ils peuvent se renseigner, on peut les renvoyer vers des renseignements. Et toutes mes vidéos, en fait, ça représente des connaissances communes sur tel ou tel type de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme il y a les individus et diagnostics, même si tu corresponds à un diagnostic que tu trouves dans une de mes vidéos, et bien quand tu vas me dire oui mais du coup je fais quoi, je te répondrai toujours, il faudrait qu'on en papote 4 ou 5 heures ensemble pour que je te réponde. Parce que même si tu as ce diagnostic, moi je sais pas qui t'es. Ensuite, le problème c'est que c'est super pratique pour former les gens. Parce qu'effectivement tu prends une pathologie, tu prends une problématique et tu peux dire aux gens, tiens, ce facteur est à prendre en compte, ce facteur est à prendre en compte, ce facteur est à prendre en compte. Donc c'est pratique pour former les gens, c'est plus rapide pour former les gens, c'est plus rapide pour prendre en compte aussi les personnes. On peut gagner en rapidité grâce au diagnostic. Par exemple, quelqu'un qui a tous les signes d'un stress post-traumatique, tu sais que tu vas aller chercher un trauma, tu vas pas aller papoter sans 7 ans pour savoir comment ça se passe avec ses enfants. Alors oui, tu vas poser la question pour prendre en compte la globalité, mais au bout d'un moment, tu vas chercher le trauma quelque part, et tu sais très bien qu'au bout d'un moment, si elle est traumatisée, il va falloir y passer, il va falloir en parler. Ça va être passage obligé. Donc, si tu fouilles une personne dans son entièreté, en fait, t'es foutu. Enfin, tu vas y passer des années. Au bout d'un moment, il faut resserrer sur les facteurs pour aller plus vite et pour comprendre sur les facteurs que tu connais qui vont jouer sur elle. Moi, ça sert à rien que je demande à une personne si elle bouffe des tomates ou pas. Parce que pour l'instant, on n'a aucune preuve que les tomates, ça joue sur ton état de santé. Donc ça sert à rien que je pose la question, est-ce que vous avez mangé des tomates? Peut-être qu'un jour ça servira. Mais l'avantage, effectivement, d'avoir ces connaissances et des diagnostics, c'est de pouvoir poser les bonnes questions aussi. Et de pouvoir gagner du temps sur la prise en charge. Parce que, on a beau dire, en fonction de ton fonctionnement psy, il y a des questions plus ou moins pertinentes à poser, et il y a des approches thérapeutiques plus ou moins pertinentes. Et on le sait. Donc, ça permet de gagner du temps dans la prise en charge. Et ensuite, ça permet un diagnostic, ça permet de communiquer. Parce que, honnêtement,
Imagine que tu as un problème. Si tu dis que tu es dépressif, tu vas gagner du temps. Les gens pourront comprendre exactement ce que tu es en train de vivre. Si par exemple, tu dois expliquer tout ton modèle et tout ton fonctionnement que tu as mis à peu près 6 mois à comprendre avec ton psy, ça risque d'être long. Hein. Voilà, une personne, c'est plus facile de dire, mais que ce soit pour les soignants, que ce soit pour la communication de toi avec les autres, ou que ce soit avec les soignants. Hein. Si on prend par exemple tu es autiste, c'est plus rapide de dire tu es autiste. Hein. Si on vraiment, effectivement, tu as un fonctionnement neurodifférent, c'est plus rapide de dire que tu es autiste que de sortir ton bilan neuropsy avec les 30 fonctions que tu as été testé et tout expliquer à la personne en face de toi. Tu vas perdre du temps. Donc si tu dis autiste, donc de tout d'un coup, le psy en face, il va comprendre ce que ça peut impliquer, la personne en face de toi dans la vie de tous les jours peut comprendre ce que ça va impliquer, et du coup on gagne du temps en communication. Donc en fait, les avantages du diagnostic, c'est que ça, surtout, si on résume, ça déculpabilise le patient, ça fait gagner énormément de temps sur la prise en charge, et en plus ça nous apporte plein d'informations sur ce qu'on sait actuellement, sur comment fonctionne l'être humain, et sur comment fonctionne le patient. Donc ça a des avantages. Et donc aussi très important, dernier argument, c'est que des fois, le lien, il y a un diagnostic, il y a un traitement, il existe. Hein. Des fois, ton patient est dépressif et tu te rends compte, tiens, il n'est pas dépressif, il a un problème de thyroïde, il y a un traitement. Des fois, tu dis, tiens, c'est bizarre, elle a un trouble de la personnalité, elle. Non, en fait, elle a un syndrome dysphorique prémenstruel et qu'en fait, elle a des problèmes avec ses règles et ses cycles. Et il y a un traitement. Et effectivement, des fois, l'attitude de ne pas vouloir faire de diagnostic peut faire énormément de mal. J'avais par exemple une mère qui avait bien compris qu'effectivement, dans le coin où j'habite, c'était l'attitude « Oh, mais en fait, on va jouer avec les enfants et puis ils vont se développer, il faut pas faire de diagnostic. » C'était néfaste. Et elle était très contente d'être tombée sur moi qui avait vu l'apnée de sommeil de sa fille et m'a dit « Heureusement que vous étiez là, sinon on aurait passé 10 ans avec des psys. » Ouais, parce que des fois, effectivement, il y a des problèmes qui ont un traitement. Et effectivement, des fois, ça permet pas de guérir complètement le traitement, mais si on prend les bipolaires schizophrènes, leur vie est beaucoup plus compliquée sans traitement, et les risques de rechute, de crise sont énormes sans traitement. Donc c'est bien de pouvoir faire le diagnostic. S'il est bien fait, évidemment, parce que des bipolaires qui ont des médicaments pour bipolaires, alors qu'en fait, ils sont pas bipolaires, en fait, il y en a pas mal aussi. Donc du coup, si on essaie de faire un mix de tout ça, donc t'as les arguments pour, t'as les arguments contre, t'en as sûrement d'autres qui existent, mais je te laisse effectivement un document qui est capable de mieux en parler que moi en bas, même s'il y a des termes un peu compliqués quand même. Pour conclure, c'est pas aussi simple que tu le penses. C'est pas juste les gens qui veulent pas faire de diagnostic, c'est des méchants qui veulent pas me dire ce que j'ai ou qui veulent pas m'expliquer ou c'est des incompétents. Et c'est pas aussi simple si effectivement tu fais des diagnostics, c'est que tu prends pas en compte l'autre et que en fait t'es un méchant qui est à la solde des entreprises pharmaceutiques. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et si tu vois les différents arguments, en fait, le diagnostic, ça a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que d'un côté, un diagnostic, et savoir faire un diagnostic va te proposer toute une série de choses que tu peux faire avec ton patient et de pistes à explorer avec ton patient. Mais si tu te contentes de ça sans écouter ton patient, tu vas perdre en fait du temps. Donc en fait, un diagnostic te permet d'énormément en gagner si tu l'utilises bien, mais d'en perdre énormément, et même de flinguer ton patient si tu l'utilises mal. Donc en fait, un diagnostic, ce qu'on dit, c'est que c'est un outil. Et un outil, tu peux l'utiliser plus ou moins bien. Le gros problème, c'est que les gens sont pas formés pour l'utiliser. Si tu dois faire de la peinture avec un de tes patients, avoir un marteau, ça sert à rien. Si tu dois enfoncer un clou avec tes patients, un marteau, ça sert à quelque chose. Et donc du coup, pour comprendre exactement comment bien utiliser le diagnostic, on va utiliser 2 concepts qui ont été utilisés pour comprendre comment fonctionnait l'intelligence humaine, c'est l'assimilation et l'accommodation. Donc l'assimilation, c'est le fait d'interpréter le monde en fonction de ce que tu sais. Par exemple, tu sais que l'une de tes copines d'enfance, elle pique des crises de jalousie, et tu sais que du coup, au bout d'un moment, il y a certains de ses conjoints qui en ont marre et qui se barrent. Donc du coup, là, elle pique une crise de jalousie, tu sais que en fait ça lui arrive, tu dis ouais bon, elle repart en vrille, elle pique une crise de jalousie. Tu sais qu'elle est comme ça. Donc en fait, tu interprètes ce qui est en train de se passer en fonction de ce que tu sais. Ça c'est l'assimilation. Et t'as l'accommodation. Là, ça va être de changer ta façon de voir en fonction des événements. Par exemple, là tu apprends que en fait son mec la trompe
Et du coup, tu comprends un peu mieux la crise de jalousie. Tu dis, ah bah ouais, bah là, elle a peut-être des raisons en fait de piquer une crise. Elle ferait mieux de le quitter en fait. Parce qu'elle va pas être bien avec lui parce c'est un gros con. Donc là, tu vois, tu savais que ta copine était jalouse, mais tu t'accommodes et tu dis, ah ben c'est un peu plus compliqué que ça, là. C'est pas juste qu'elle est jalouse, c'est quand même que le mec c'est un gros con. Donc l'accommodation, c'est modifier ce que tu sais en fonction de ce qui se passe. Et en fait, une définition d'adaptation et de l'intelligence, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que tu utilises ce que tu sais quand il le faut, et tu modifies ta façon de penser quand il le faut. Et c'est un équilibre difficile à trouver. Et en fait, utiliser un diagnostic, c'est exactement ça. Un diagnostic, c'est le représentant de beaucoup de connaissances que tu as sur la façon dont il faut prendre soin des patients, sur son fonctionnement interne. C'est plein d'informations. Un diagnostic, c'est une centaine d'années de recherche derrière. Et donc, il est important de le prendre en compte. Par contre, si tu te contentes juste d'assimiler, c'est-à-dire essayer de comprendre un patient en fonction de ses connaissances, eh bien en fait, t'es mal barré. Parce que la réalité, elle est plus complexe que ce que tu sais, que les cases que tu as. Et donc, tu vas avoir besoin de t'accommoder à ton patient. Et donc, de prendre en compte toutes ces particularités qui fait que c'est quelqu'un d'unique. Donc, en fait, si tu as un psy à la con qui fait que de l'assimilation, ben en fait, tu vas faire comme plein de psychiatres à la con qui voient leurs patients un quart d'heure, qui leur mettent un diagnostic et leur mettent un traitement à la con. Et ça fait de la merde. Si tu es un psy qui ne fait que de l'accommodation, que tu penses que tout le monde est différent, ben en fait, tu n'avanceras pas beaucoup, tu vas perdre beaucoup de temps. Ben là, autant ne rien faire avec ton patient et laisser sa vie continuer parce que tu lui serviras à rien. Ben tu vas te contenter, par exemple, comme certains psys, juste de jouer avec des gosses et à faire des dominos parce que tu dis, oui, mais il faut juste lui laisser un espace pour être qui il est. Tu es obligé d'avoir une théorie des connaissances pour guider ta pratique. Et en fait, comme je t'ai dit, tout ça, c'est logique. C'est logique parce qu'effectivement, l'être humain est unique, mais en même temps a des points communs avec les autres êtres humains. Donc il est important, dans la prise en charge, que d'une part, on t'apporte des informations sur comment tu fonctionnes, mais que d'une autre part, on prenne en compte que tu es différent des autres. Et c'est cet équilibre entre assimilation et accommodation qui va faire qu'un psy va pouvoir utiliser correctement les diagnostics ou pas. Donc former les gens à faire des diagnostics, c'est un peu former les gens à utiliser un marteau. C'est leur donner un outil supplémentaire pour te prendre en charge et qu'ils pourront utiliser quand bon leur semble. Et pour te rendre compte à quel point c'est un outil, moi ça m'arrive des fois des fois clairement je dis je vais pas faire de diagnostic parce que ça va servir à rien, ça n'a aucun intérêt. Des fois, je vais absolument vouloir que le personne il imprime un diagnostic pour qu'il comprenne certains processus et qu'il le fasse. Et des fois, je sais pas, alors je demande aux gens et je leur dis bon ben vous rentrez dans des cases. Est-ce que vous voulez que je vous dise les cases dans lesquelles vous rentrez? Certains me disent oui et puis ils s'en foutent complètement. En fait, ça change rien. Il y en a ils me disent oui j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir et tout. Et certains qui vont dire non je veux absolument pas savoir. Mais vous voyez que rien que la réponse me donne des informations qui me permettent d'accommoder aux patients. Il y en a, du coup, je me rends compte s'ils sont dans le déni, d'autres, je sais que je vais devoir travailler telle ou telle chose, d'autres, je sais qu'ils ont besoin de cadre. En fait, rien que le fait de poser cette question, j'ai un marteau, est-ce que vous voulez que je le montre pour qu'on voit ce qu'on peut en faire? Ben, rien que leur attitude face à ce marteau, ça me donne des informations, moi. Donc voilà, pour résumer, prends le diagnostic comme un outil, et comme un outil, faut savoir l'utiliser pour que ça ne fasse pas des catastrophes. Parce que si tu as déjà essayé de peindre avec un marteau, tu vas voir que tu vas y passer beaucoup de temps en fait.